Intelligentsia Corporation Gabon vous présente une correction détaillée du sujet de mathématiques série D 2025 du lycée d'État. Ceci est la première partie constituée de l'exercice 1 et 2. Bonsoir, c'est encore votre vieux frère, Dr Daniel. Aujourd'hui, on va dire que c'est mon premier live de 2025. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par ce tout premier live, par la correction du bac blanc 2025, série D du lycée d'État. Donc ça c'est l'épreuve. Ça c'est l'épreuve qu'on va traiter intégralement avec, je veux faire une correction détaillée. Une correction détaillée. Donc, vous avez le devoir de poser vos questions parce que je suis là pour vous. Je vous prie déjà d'avoir un cahier brouillon, un stylo et une calculatrice parce que ici on travaille tout ensemble. Donc, ça c'est un bac blanc, série D du lycée d'État 2025. Épreuve de mathématiques, exercice 1. On va commencer par l'exercice 1. Dans l'exercice 1, qu'est-ce qu'on dit? On dit, c'est toujours un exercice du QCM. On dit, aucune justification n'est demandée. Pour chaque question proposée, une seule réponse est exacte. Nous sommes à la première question. On dit, soit A, B et C, 3 points distincts du plan complexe d'abscisse respective ZA, ZB et ZC, tels que ZC moins ZA sur ZB moins ZA est égal à 2i. Alors, on demande de donner la nature du triangle ABC. Voilà. On a 3 points du plan A d'affiche ZA, B d'affiche ZB et C d'affiche ZC. Ce sont les points du plan complexe. On va dire du plan complexe. Ils appartiennent à C. Tel que quoi? Tel que Z. On a dit Z, C moins ZA sur Z, B moins ZA est égal à 2i. Voilà, est égal à 2i. On nous demande de donner la nature du triangle A, B et C. Comment déterminer la nature du triangle A, B et C? Notez bien. Notez bien. Quand je dis notez bien, c'est le rappel du cours. Écrivez. On va dire soit A, B, C, A, B, C, les points dans le plan, on va dire dans le plan complexe, tel que quoi? Tel que on a A d'affiche ZA, B d'affiche ZB, C d'affiche ZC. Voilà, 2 points. Si, on dit si Z, C moins Z, A sur Z, B moins Z, A, différent de 0. On va dire un nombre réel différent de 0. Si c'est égal à un nombre réel différent de 0, alors les 3 points là sont alignés. Les 3 points là sont alignés. 3 points sont alignés si et seulement si leur expression complexe. Donc, ZC moins ZA sur ZB moins ZA appartient à R étoile.
Donc, ce sont des nombres réels différents de 0. Si ce sont des nombres si c'est égal à un nombre réel différent de 0, alors on va dire que ces 3 points-là sont alignés. Ça, c'est le rappel du cours. Ensuite, on va continuer. Si Z, C moins ZA sur Z, B moins ZA appartient à R, appartient à I, R étoile. Or, il faut savoir que quoi? I, R étoile, c'est l'ensemble des nombres imaginaires. I, R étoile, c'est l'ensemble des nombres imaginaires. Donc, ces ensembles des nombres imaginaires, ce sont des nombres qui s'écrivent A, I. Donc, la forme des nombres de l'ensemble, la forme des nombres imaginaires. Ce sont des nombres qui peuvent s'écrire sous la forme AI avec A différent de 0. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les nombres qui s'écrivent AI avec A différent de 0. Donc, bon, A appartenant à R étoile. C'est ça qu'on appelle ensemble des nombres imaginaires purs. C'est l'ensemble des nombres imaginaires purs. Alors, donc, pour montrer ceci, lorsque c'est égal à ceci, alors on va dire directement que quoi? Alors, on va dire directement ici, on va parler du triangle. Alors, les points A, B et C forment un triangle rectangle. Donc, ça forme un triangle rectangle. En quoi? En quel point? Alors, regardez bien, pour identifier le point. Rectangle en quel point? Alors, regardez bien. Quelle est l'abscisse qui revient 2 fois sur cette expression? Quelle est l'abscisse du point qui revient deux fois sur cette expression? On voit que c'est ZA, ZA. Donc, ça veut dire que c'est rectangle en A. Donc, ça veut dire que c'est rectangle en A. On va dire comme ZC moins ZA sur ZB moins ZA est égal à 2i et 2i appartient à l'ensemble des nombres imaginaires purs. Donc, comme ça appartient à l'ensemble des nombres imaginaires purs, alors les points A, B et C forment un triangle rectangle en A. On vient de répondre à la première question. Maintenant, si vous voulez choisir le QCM, quelle est la bonne réponse? On dit ici là, question A. Les points A, B et C sont alignés. Pour montrer que 3 points sont alignés, il suffit de montrer que ce rapport-ci appartient à R étoile. Donc, et c'est égal à un nombre réel différent de 0. Alors, si c'est égal à un nombre réel différent de 0, alors ces 3 points-là sont alignés. On voit que notre expression qu'on nous a donnée là, ceci n'est pas un nombre réel. C'est un nombre imaginaire pur. Donc, ça appartient à l'ensemble des nombres imaginaires purs, pas à l'ensemble des nombres réels. Alors, ici, on voit que lorsque ce nombre-ci appartient à l'ensemble des nombres, à l'ensemble des nombres imaginaires purs, alors, ça c'est l'expression des nombres imaginaires purs. Donc, ça veut dire que ces nombres-là peuvent se mettre sur la forme AI, avec A différent de 0. Alors, dans ce cas-là, les 3 points là forment un triangle rectangle en A. On voit que c'est bien exactement le cas là, parce que 2i appartient à l'ensemble des nombres imaginaires purs. Alors, on peut directement conclure que quoi? Que les 3 points là les 3 points A, B et C forment un triangle rectangle en A. Donc, ici, ça correspond à la réponse B. Parce qu'on a dit que le triangle ABC est rectangle. On n'a pas précisé en quel point, donc on a dit rectangle. Donc, ça correspond à la réponse
A. Donc, on va dire un A. Un B, autant pour moi. Donc, on a un B. On passe maintenant à la deuxième question. La deuxième question, on nous dit ceci. Une suite UN est telle que, pour tout entier naturel N, on a UN plus 1 est compris entre 1 et UN. On dit la suite UN est convergente, divergente, constant, géométrique. Donc, on vous a donné une suite. Une suite UN, N appartient à grand N, tel que UN plus 1 est compris entre 1 et UN. On demande de donner la nature de cette suite. Alors, notez bien, soit une suite, UN, N appartient à grand N. On a une suite, N appartient à grand N. On dit que la suite UN est croissante si et seulement si UN plus 1 est supérieur ou égal à UN. Donc l'indice du N plus 1 terme est supérieur. Donc ça veut dire que quoi? La suite du N plus 1 terme est supérieur ou égal à la suite qui le précède. C'est un peu ça. Donc on va dire que U est une suite croissante. On dit que U indice N est décroissant si et seulement si U indice N plus 1 est inférieur ou égal à U indice N. Ça, c'est la définition. Ensuite, on dit que U indice N est majoré si et seulement si il existe un grand M appartenant à R tel que U indice N est inférieur ou égal à grand M. On dit que cette suite-là, elle est majorée. Alors, on dit que U indice N est minoré si et seulement si il existe un petit m appartenant à R tel que U indice N est supérieur ou égal à petit m. Alors, je vais effacer de l'autre côté. C'est juste le rappel. Je vais effacer. On dit que U indice N est borné si et seulement si il existe un grand M et un petit m appartenant à R tel que petit m est inférieur ou égal à U indice N qui est inférieur ou égal à grand M. Ça, c'est la définition d'une suite. Ça, c'est la définition d'une suite bornée. Maintenant, on dit que U indice N est convergent
On dit que U indice N est convergent si elle est à la fois croissante et majorée. Ça veut dire qu'ici, là, elle est mimorée. Mais si elle est mimorée, ça veut dire que quoi? Si elle est mimorée et que U indice N est convergente. Est convergente. On dit que tout de suite, croissante et majorée est convergente. Tout de suite, décroissante et mimorée est convergente. Alors, tout de suite, croissante et bornée est convergente. Parce qu'on dit qu'une suite est bornée si elle est à la fois majorée et mimorée. Mais si elle est croissante, ça veut dire qu'elle est bornée, elle est convergente. Si elle est décroissante, elle est convergente parce que la suite est bornée. J'espère que vous comprenez. Alors, ceci nous permet de dire que cette suite-ci, elle est décroissante et elle est mimorée. Alors, tout de suite, décroissante et mimorée est convergente. Alors, U est convergente. Directement, on va dire la question 2 correspond à la réponse A. 2A. Nous passons à la troisième question. Aujourd'hui, on va seulement faire 2 tapoter, partager, liker. Parce que cette correction-là, je vais mettre ça sur ma chaîne YouTube. J'ai ici une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez ici aller. C'est dans ma bio. Donc, vous pouvez aller vérifier la chaîne YouTube. Vous allez voir les différents. J'ai même, il y a certains cours sur YouTube que j'ai eu à poster sur les nombres complexes, sur les suites, sur les fonctions, sur l'arithmétique pour ceux qui font la série C, l'arithmétique, là où on parle des congruences, la division et les divisibilités, le théorème de Bézout. Vous pouvez aller voir les différentes démonstrations de ces corollaires du théorème de Bézout. Donc, je démontre toutes les propriétés dans mes cours. Alors, on va continuer. Nous sommes à la question 3. On dit l'ensemble des primitifs sur R de la fonction. On parle maintenant des primitifs. Nous sommes sur les primitifs. On nous donne une fonction f de x est égale à sinus de 3x multiplié par cosinus de 5x. Voilà. On demande de déterminer la primitive. Alors, comment déterminer la primitive? Comment déterminer la primitive? Je vais d'abord donner la définition de la primitive. Alors, la primitive, c'est la fonction qu'on a dérivée. Quelle est la fonction qu'on a dérivée pour avoir ceci? Voilà, c'est la question que vous devez vous poser. Déterminer la primitive de cette fonction. Si on prend par exemple, on va prendre notez bien, soit f, une fonction, sur un intervalle i, on appelle primitive de la fonction f, toute fonction notée, quand on dit toute fonction notée intégrale de f de x dx. Alors, c'est une fonction qui est sur cette forme-là qu'on parle de primitive et que je vais appeler cette fonction-là grand f de x. Alors, si je veux par exemple chercher, déterminer la dérivée,
grand F de x et F prime, grand F prime de x est égal à F de x. Grand F prime de x est égal à F de x. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que pour déterminer la primitive, vous posez la question, quelle est la fonction qu'on a dérivée pour avoir ce résultat? Parce que ceci, c'est la fonction dérivée de la primitive. Et maintenant, il faut déterminer la fonction qu'on a dérivée pour avoir petit f de x. Alors, comment déterminer la primitive de cette fonction? Comment déterminer la primitive de cette fonction? Qu'est-ce qu'on va utiliser? Quand vous regardez bien l'expression de f de x est égal à sinus de 3x plus cosinus de 5x. Allez, je vais essayer de décomposer f de x. C'est sinus au cube et sinus x au cube multiplié par cosinus 5x. Alors, si j'essaie de décomposer ceci, c'est égal à sinus de x multiplié par sinus carré de x multiplié par sinus carré de x fois cosinus de x à la puissance 5. Cosinus à la puissance 5 de x. Alors, dans R, on a dit, pour tout x appartenant à R, sinus carré de x plus cosinus carré de x est égal à 1. Alors, je cherche à déterminer et je cherche à tirer sinus carré de x. Donc, sinus carré de x est égal à 1 moins cosinus carré de x. Alors que je vais venir remplacer là. Ça va faire que nous aurons f de x est égal à sinus de x cosinus à la puissance 5 de x facteur de 1 moins cosinus carré de x. Et que je peux développer. Et quand je développe, j'obtiens sinus de x cosinus à la puissance 5 de x moins sinus de x. Les exposants vont s'additionner, ça va faire cosinus à la puissance 7 de x. Alors, parce que l'objectif ici là, c'est de... Lorsque vous avez par exemple u à la puissance n, qui est la dérivée, donc ça veut dire que sa primitive c'est 1 sur n plus 1 u à la puissance n plus 1. Alors, lorsque vous avez u' sur u, sa primitive, la primitive, c'est ln de valeur absolue de u. On va dire ça. Parce qu'on ne connaît pas le signe de u. Alors, u' cosinus de u, la primitive de ceci, c'est sinus de u. Donc, f' de x est égal à intégrale de f de x dx. Alors, ceci est sous la forme u' à la puissance n. Alors, on sait que u à la puissance n a pour primitive 1 sur n plus 1 u à la puissance n plus 1. Alors ici, ça va faire moins. Le moins ici, et la primitive de ceci, c'est 1 sur 1 plus 5 cosinus de 1 plus 5 x. Et là, ça va faire plus 1 sur 1 plus 7 cosinus de 1 plus 7 x plus une constante. Parce que la primitive, on parle toujours de constante. La primitive, on parle de constante. On va continuer. Ça fait en sorte que quand nous aurons moins 1 sixième de cosinus de
de x à la puissance 6 plus 1 huitième de cosinus de x à la puissance 8 plus une constante. Alors, ceci correspond à la primitive générale. Donc, ça c'est une primitive généralisée avec une constante, avec c. Il faut savoir que c c'est un nombre réel. Donc, on peut fixer c. C peut être égal à 0. Si quelqu'un écrit et que il suppose que c c'est 0, alors on va lui donner le point. Mais normalement, c'est égal à ceci. Mais maintenant, vous regardez sur les différentes propositions qu'on nous a données. Alors, regardez bien, on a dit la question A, c'est moins cosinus de 6x, moins cosinus de x à la puissance 6, le tout sur 6, moins cosinus de x à la puissance 8 sur 8 plus une constante. On voit que ça ne respecte pas. On a moins 1 sixième cosinus de 6x plus 1 huitième de cosinus de x à la puissance 8 plus une constante. Alors, si je regarde bien, on va constater que quoi? Que ici, on a moins 1 sixième de cosinus de x à la puissance 6 moins 1 huitième de cosinus de x à la puissance 8 plus k. Il n'y a pas de réponse. Ensuite, on a moins. Ici, on a moins 1 sixième de cosinus x à la puissance 6 plus 1 huitième de cosinus x à la puissance 9 plus k. Donc, ça veut dire que dans cette épreuve, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse dans cette question. La question 3 n'a pas de réponse. Donc, 3 n'a pas de réponse. La question 4. On demande de calculer la limite de racine de x plus 1 moins x lorsque x tend vers plus l'infini. On demande de calculer cette limite. Voilà. Comment calculer cette limite? Notez bien. Ce que vous devez savoir sur les limites, vous devez d'abord savoir les différentes formes indéterminées. Différentes formes indéterminées. Différentes formes indéterminées. Nous avons 0 sur 0. Nous avons 0 fois l'infini. Nous avons l'infini sur l'infini. Et ensuite, nous avons plus l'infini, moins l'infini. Voilà. Alors, les différentes formes indéterminées. Alors, maintenant, j'essaie de remplacer x par plus infini. On va que ceci remplace x par plus infini. Donc, ça va faire que quoi? Limite de racine de x au carré plus 1 quand x tend vers plus infini, c'est égal à plus infini. Limite de moins x quand x tend vers plus infini est égal à moins l'infini. Alors, plus l'infini, moins l'infini, c'est une forme indéterminée. C'est une forme indéterminée. Alors, comme c'est une forme indéterminée, il faut lever l'indétermination. Lever l'indétermination. On doit lever l'indétermination. Comment lever l'indétermination? Vous observez votre expression. Si votre expression contient la racine, alors pour lever l'indétermination, vous devez utiliser l'expression conjuguée. Donc, vous allez multiplier le numérateur par le conjugué du numérateur et le dénominateur par le conjugué du numérateur. Et ensuite, vous allez développer et vous allez encore recalculer la limite pour voir le résultat.
pour voir le résultat. Et si ça vous donne encore une forme, si ça vous donne une forme indéterminée, là maintenant vous passez à la deuxième étape qui est de factoriser. Donc vous allez factoriser et là le résultat va sortir. Voilà. Donc ici, on va écrire limite de racine de x au carré plus 1 moins x quand x tend vers plus infini. C'est égal à la limite de la forme conjuguée de ceci. Ça va faire racine de x au carré plus 1 moins x facteur. Donc, la forme conjuguée de ça, c'est moins racine de x au carré plus 1 moins x sur moins racine de x au carré plus 1 moins x. Alors, si je mets moins en facteur, quand x tend vers plus infini, si je mets moins en facteur, ça va donner, si je mets moins en facteur ici, ça va faire en sorte que quoi? Ça va faire en sorte que nous aurons moins facteur de racine de x au carré plus 1 moins x facteur de racine de x au carré plus 1 plus x sur moins facteur de racine de x au carré plus 1 plus x quand x tend vers plus l'infini. Et là que vous pouvez maintenant simplifier le moins. Je ne voulais pas écrire directement je voulais pas écrire directement sans le moins. Je voulais écrire pour que vous puissiez voir. Quand il avait simplifié, quelqu'un pouvait écrire ça, il multiplie directement par ça, il divise par ça, parce qu'il y avait les moins, parce que il a multiplié en haut par le même nombre. Et comme ici, il a mis le moins en facteur, il doit aussi mettre le moins en facteur pour simplifier. Limite de racine de x au carré plus 1 moins x quand x tend vers plus infini, c'est égal à la limite de racine de x au carré plus 1 moins x facteur de racine de x au carré plus 1 plus x sur racine de x au carré plus 1 plus x quand x tend vers plus infini. Alors, là maintenant, je peux maintenant essayer de développer. Or, ceci est sur la forme a carré moins b carré. Donc, c'est a moins b facteur de a plus b. Donc, je peux utiliser directement. Ça fait ce que quoi? Ça fait ce que nous aurons. Limite de racine de x au carré plus 1 moins x au carré sur racine de x au carré plus 1 plus x quand x tend vers plus infini. En développant, ça va faire en sorte que nous aurons limite de x carré plus 1 moins x au carré sur racine de x au carré plus 1 plus x quand x tend vers plus infini. Alors, ça va faire en sorte que nous aurons limite de 1 sur racine de x au carré plus 1 plus x quand x tend vers plus l'infini. Alors, ici, la limite de racine de x au carré plus 1 quand x tend vers plus infini, c'est égal à plus infini. Et ici, c'est égal à plus infini. Maintenant, plus infini, ça donne plus infini. Maintenant, vous avez un nombre, un nombre réel différent de 0. Notez bien. Un nombre réel a sur l'infini avec a différent de 0. Un nombre réel sur l'infini, ça donne 0. Un nombre réel sur l'infini est égal à 0. Un nombre réel différent de 0 sur l'infini est égal à 0. Ensuite, un nombre réel sur 0 avec a différent de 0, c'est égal à l'infini. Donc, quand il dit l'infini généralisé, ça peut être moins l'infini, plus l'infini. Tout va dépendre du signe de 0 et du signe de a. Si c'est x tend vers 0 par valeur inférieure, ça veut dire que c'est 0 moins. Et si par exemple ceci c'est 0 moins et ceci c'est un nombre négatif, alors ça va donner plus infini. Parce que ça va faire moins multiplié par moins, ça fait plus.
Donc, ça va donner plus l'infini. Maintenant, si ce nombre-ci est positif, ici, on a x x tend vers 0 par valeur inférieure. Donc, ça veut dire que 0 moins. Alors, ça va faire plus fois moins, ça va faire moins. Donc, ça va donner moins l'infini. Est-ce que vous avez compris? C'est la méthode. Alors, on va continuer. Donc, là, vous avez vu que là, on a ici limite de racine de x au carré plus 1 moins x quand x tend vers plus infini est égal à la limite de 1 sur 0 sur plus infini. 1 sur plus infini quand x tend vers plus infini. Vous voyez bien que quoi? Un nombre différent de 0 sur l'infini donne 0. Donc ça donne 0. Donc ça fait en sorte que quoi? Notre limite de racine de x au carré plus 1 moins x quand x tend vers plus infini est égal à 0. Alors, ça c'est la réponse. Donc, j'ai essayé de détailler les différentes méthodes. J'ai essayé de vous rappeler les différentes formules. Et je vous ai montré comment appliquer cette formule. Alors, on va dire, est-ce que c'est la réponse A? La réponse A, c'est plus infini? Non. Est-ce que c'est la réponse B? La réponse B, c'est moins 1? Non. Est-ce que c'est la réponse C? La réponse C, c'est 0. On voit bien que c'est la réponse C. Donc, on va avoir directement 4C. Donc, la réponse est C. Donc, 4C. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la question 5? La question 5, on dit soit l'équation E, 2 points, qui est égale à ln de x. ln de x est égal à moins 3. On demande de résoudre cette équation. Alors, E, c'est ln de x est égal à moins 3. Alors, comment résoudre cette équation? Comment déterminer x? Comment déterminer x? Lorsque vous avez une équation, par exemple, ln de a, notez bien, lorsque vous avez par exemple ln de a est égal à b avec a strictement supérieur à 0. Pour résoudre cette équation, il suffit de composer par exponentielle. Donc, ceci est égal à quoi? Je suis là pour vous montrer la méthode, je ne suis pas là pour vous plaquer la réponse. Ceci est égal à quoi? Je veux composer exponentielle. Il faut savoir que quoi? La fonction exponentielle est la fonction réciproque de la fonction ln. Et de l'autre côté, la fonction ln est la fonction réciproque de la fonction exponentielle. Alors, si je compose la fonction exponentielle par la fonction ln, si je compose la fonction ln par la fonction exponentielle, alors c'est un peu comme si vous avez ceci. On a dit que f de moins 1 rond f de moins 1 rond f. C'est encore égal à f rond f de moins 1 qui est encore égal à l'application identique. Donc, si j'ai f de moins 1 rond f de x qui est encore égal à f rond f de moins 1 de x, ceci est égal à l'application identité de x qui donne x. Alors, c'est toujours pour ça que je dis, lorsque la fonction exponentielle est la fonction réciproque de la fonction ln. Alors, si je compose la fonction ln par la fonction exponentielle, alors je vais avoir, cela va me donner le nombre qui est à l'intérieur de la fonction ln. Alors, ici, je vais directement composer. Ça va faire donc que quoi? Nous aurons exponentielle de ln de a est égal à exponentielle de b. Donc, je compose par de part et d'autre. Alors, exponentielle de ln de a, comme j'ai composé la fonction ln par la fonction exponentielle, alors exponentielle de ln de a, c'est a. Ça va faire en sorte que quoi? Nous aurons directement a est égal à exponentielle de b. C'est un peu ça. C'est un peu la méthode que je voulais vous montrer. Je ne veux pas plaquer. Alors, là maintenant, je peux directement ln de x est égal à moins 3. Ceci implique que quoi? Exponentielle de ln de x
est égal à exponentielle de moins 3. Donc, je compose de part et d'autre de l'égalité. Alors, ça fait en sorte que quoi? Ça fait en sorte que nous aurons x est égal à exponentielle de moins 3. Donc, ceci encore peut encore être égal à 1 sur exponentielle de 3. Pourquoi? Parce que, notez bien, on vous a dit que lorsque vous avez a à la puissance moins n, ceci est égal à 1 sur a à la puissance n. Vous avez vu ça en troisième. Lorsque vous avez a, si je vais mettre ça sous forme de puissance, a est égal à exponentielle de ln de a. Donc, il faut savoir que a peut encore être, on peut encore écrire a comme exponentielle de ln de a avec a strictement supérieur à 0. C'est rien que les nombres strictement supérieurs à 0 qui peuvent encore se mettre sur cette forme. Alors, si a est négatif, on ne peut pas écrire sur la forme là parce que la fonction ln n'accepte pas les nombres négatifs. Regardez la réponse. La réponse A, c'est exponentielle de moins 2. Ce n'est pas la réponse A. La réponse B, c'est exponentielle du 3. Ce n'est pas la réponse B. La réponse C, c'est 1 sur exponentielle du 3. On voit que c'est la réponse C. Donc, la question 5 correspond à la réponse C. Pour ceux qui trouvent que ma manière d'expliquer mon contenu est très intéressant, je vous prie de vous abonner, d'appuyer la cloche de notification, de liker et de partager. Comme ça, ça pourra peut-être atteindre certaines personnes qui en ont besoin de ces explications. Et je vous prie de ne pas en profiter seul, partager la connaissance parce que ici, je vous donne la connaissance gratuitement et la meilleure connaissance même. Ok. Donc, on va continuer. On passe à l'exercice 2. Exercice 2. Partie Partie 1. Recherche d'observation. On dit A, B et C. A, B et C sont 3 points non alignés de l'espace. Démontrer que, on va dire A, B et C, 3 points. De 3 points non alignés de l'espace. On lui demande de démontrer que l'aire du triangle A, B, C est égal à 1 demi de A, B scalaire AC. Donc, on veut démontrer cela. Comment démontrer cela? On veut démontrer ça. Comment on va démontrer ceci? La première des choses, on vous a dit quoi? On vous a dit que lorsque vous avez le module du produit vectoriel de deux vecteurs, le module du produit vectoriel de deux vecteurs, c'est égal à quoi? C'est égal à AB fois AC fois le sinus fois la valeur absolue du sinus entre AB et AC. Le l'angle entre AB et AC. Voilà. C'est la valeur absolue. Parce que ce nombre-ci est un nombre positif. C'est vrai que je mets la valeur absolue. Parce que le sinus, ça peut être un angle, un angle obtus
Si c'est un nombre obtus, ça veut dire que son sinus va être négatif. Alors, c'est pour ça que je mets la valeur absolue, parce que ça, c'est le module. On va dire une distance. Le module, c'est une distance. Et la distance est toujours positive. C'est pour ça que j'ai mis la valeur absolue de celui-là. Maintenant, regardez bien, je vais vous présenter mes 3 points. On va supposer que c'est comme ça. Voilà. Et là, voilà. Qu'est-ce qu'on veut calculer? Regardez bien ce que je vais calculer. Regardez bien ce que je veux faire. Regardez bien ce que je veux faire. Je vais utiliser la trigonométrie. Je vais utiliser la trigonométrie. On va utiliser la trigonométrie. Donc, le sinus de l'angle AB, AC, c'est égal à quoi? Le sinus est égal au côté, c'est égal à côté opposé sur l'hypoténuse. Donc, c'est égal à H sur AB. Alors, ce qu'on a, c'est égal à H sur AB. Alors, je cherche à déterminer H. H va être égal à quoi? H va être égal à AB multiplié par sinus. Bon, on va mettre valeur absolue. Hein? Bon, comme ce sont les distances, on va mettre valeur absolue. Bon, valeur absolue de AB AC. Voilà. Voilà ce qu'on a. Maintenant, l'air est égal à quoi? L'air du triangle ABC, c'est égal à la base. La base, c'est quoi? C'est AC, pardon. Base fois la hauteur, qui est H sur 2. Or, la hauteur est égale à quoi? La hauteur, c'est ceci. Je vais remplacer. Ça va faire en sorte que nous aurons AC fois AB multiplié par, voilà, celui de sinus de AB AC. Le tout divisé par 2. Or, AC multiplié par AB multiplié par, voilà, celui de sinus de l'angle entre AB et AC, ça correspond encore à ceci. Donc, ceci correspond directement à module du produit vectoriel des vecteurs AB, AC sur 2. Nous aurons les ABC est égal à module du produit vectoriel du vecteur AB, AC sur 2. Donc, je viens de montrer ce qu'on nous a demandé de montrer. Est-ce que vous avez compris cette démonstration? Est-ce que vous avez compris la démonstration? C'est ça la démonstration. Donc, pour montrer que l'aire du triangle ABC est égal à 1 demi du module du produit vectoriel de AB vectoriel AC, alors, il faut d'abord essayer de donner l'expression du module du produit vectoriel. Alors, on va l'expression du module du produit vectoriel. Alors, je prends mon triangle quelconque et je représente la hauteur. Alors, ça veut dire que quoi? La hauteur, elle divise la base à un angle droit. Alors, directement, je vais pas appliquer la trigonométrie. Donc, le sinus de l'angle ABAC est égal à la hauteur sur l'hypoténuse qui est AB. Alors, ce qui m'intéresse, c'est H. Parce que je ne connais pas H. Ce qui m'intéresse, c'est H. Alors, ça va faire H est égal à AB multiplié par valeur absolue de sinus de ABAC. Pourquoi? C'est valeur absolue de sinus de ABAC parce que nous sommes dans les distances. Ce sont les distances. C'est pour ça que le sinus doit être positif. Donc, parce que ce sont les distances. C'est pour ça que j'ai mis la valeur absolue. Alors, j'ai ceci. Or, l'aire d'un triangle, c'est égal à quoi? C'est égal à la base fois la hauteur sur 2. Alors, je remplace la hauteur par son expression ici. J'obtiens ceci et je constate que ceci correspond au module du produit vectoriel des deux vecteurs.
Alors quand je remplace, j'obtiens directement ceci. On passe à la partie 2. On dit l'espace menu d'un repère orthonormé. On donne les points A de coordonnées 1, 2, 7, B de coordonnées 2, 0, 2, C de coordonnées 3, 1, 3, D de coordonnées 3, moins 6, 1, et E de coordonnées 4, moins 8, moins 4. Montrer que les points A, B et C définissent un plan. Notez bien, nous sommes à la question 1. On demande de montrer que A, B et C définissent un plan. Notez bien. Pour montrer que 3 points A, B et C définissent un plan, il suffit de montrer que le produit vectoriel des vecteurs AB vectoriel AC est différent du vecteur nul. Donc, il suffit de calculer les coordonnées du produit vectoriel AB vectoriel AC. On montre que ces coordonnées est différent du vecteur nul. Donc, le vecteur nul a pour coordonnées 0, 0. Donc, c'est différent des coordonnées 0, 0. Et là, maintenant, on peut conclure. Alors, on va passer à le produit vectoriel. Vous devez d'abord calculer les coordonnées du vecteur AB. Voilà. Il y a certains, c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui savent calculer les coordonnées du vecteur AB que vous avez vu en troisième, vous avez vu ici en seconde. On vous a rappelé ça en première. Alors, je vais vous donner la formule. Ça va faire x de B moins x de A, y de B moins y de A, z de B moins z de A. Alors, si j'essaie de remplacer, ça va faire que quoi? Les coordonnées de B, je vais aligner. Ça va faire 2, 0, 2 moins les coordonnées de A qui est 1, 2, 7. Donc, ceci, ça va faire en sorte que nous aurons 1 ici, moins 2 et moins 5. Ensuite, tout d'abord, AC, ça va faire x de C moins x de A, y de C moins y de A, z de C moins z de A. En remplaçant, je commence alors par les coordonnées de C, c'est 3, 1, 3, moins les coordonnées de A, c'est 1, 2, 7. Ça fait en sorte que nous aurons 2, moins 1 et moins 4. Voilà. Alors, c'est ce qu'on a. Maintenant, comment calculer le produit vectoriel? AB vectoriel AC. Ça va faire en sorte que nous aurons 1, moins 2, moins 5, vectoriel 2, moins 1, moins 4. Comment calculer le produit vectoriel? Regardez bien ce que je veux faire. Pour calculer le produit vectoriel, je veux barrer ceci. Je barre ça. Je copie ce qui est là. Ça me donne
le déterminant. Ça va faire moins 2, moins 5, moins 1, moins 4. Ça fait dirigé par le vecteur I. Et ensuite, pour passer à ceci, je mets d'abord moins. Moins, je mets la valeur absolue. Donc, ici c'est plus, ici c'est moins, là-bas c'est plus. Maintenant, quand je barre la ligne ici, je prends ceci et ça. Ça va faire moins 1, moins 5, 2, moins 4, J. Ensuite, je mets plus. Je barre maintenant ceci. Ça fait ce que nous aurons. Nous aurons moins 1. Nous aurons 1. Autant pour moi. Nous aurons 1. Oui. 1, moins 2. Et ensuite, 1, moins 2. Et 2, moins 1. K. Voilà. Voilà ce qu'on a. Donc, il faudrait que le premier soit le dernier, là. Vous voyez bien. La deuxième ligne ici se voit à la première ligne dirigée par le vecteur I et à la dernière ligne dirigée par le vecteur K. Alors, on peut maintenant utiliser le déterminant. C'est ça fois ça que vous avez vu en troisième. Ça fois ça, ça va faire moins 2 multiplié par moins 4, ça va faire 8. Moins 5 multiplié par moins 1, ça va faire 5. Dirigé par le vecteur I, moins, parenthèse, ça fois ça, ça va faire moins 4, moins, ça fois ça, ça va faire moins 10. Avec le moins, ça va faire plus 10. Divisé par le vecteur J, plus, parenthèse, ça fois ça, ça va faire moins 1. Et ça fois ça, ça va faire moins 4. Avec le moins, ça va faire plus 4. Divisé par le vecteur K. Alors, ici, ça va me donner quoi? Ici, ça va me donner 3i. Et là, ça va me donner moins 6j. Et enfin, là, ça va me donner plus 3k. Vous voyez même que quoi? Vous voyez que les coordonnées là, c'est pas 0i, 0j, 0k. Donc, ça va dire que c'est différent du vecteur nul. Et comme c'est différent du vecteur nul, alors, les points A, B et C définissent un plan. Définissent un plan. Question 2, on dit soit U de coordonnées 1, A, B. Un vecteur de l'espace. Un vecteur de l'espace où B et c'est A et B. Ou A. Ils ont mal saisi. Ou A et B sont des nombres réels. Voilà. Petit a, on demande de déterminer A et B pour que les vecteurs U soient un vecteur normal du plan. Comment montrer que deux vecteurs? Comment montrer qu'un vecteur est un vecteur normal du plan? Voilà. On demande de déterminer A et B pour que le vecteur U soit un vecteur normal, au plan ABC. Alors, vous avez deux méthodes. Je vais d'abord vous rappeler deux vecteurs
on va dire soit n, un vecteur normal du plan P. Du plan P. U. Donc, U est un vecteur. U est un vecteur normal du plan P si et seulement si on a deux conditions. Si et seulement si U et V, bon, je vais si et seulement si U et V et N, pardon, U et N sont collinéaires. Donc les deux vecteurs là doivent être collinéaires. Parce qu'il faut savoir que quoi? Il faut savoir qu'un plan admet une infinité de vecteurs normaux. Un plan admet une infinité de vecteurs normaux. Une droite admet une infinité de vecteurs directeurs. Une droite admet une infinité de vecteurs directeurs. Mettez ça en tête. Alors, ici, pour montrer que U et N sont collinéaires, si et seulement si on a deux conditions. Si et seulement si la première condition, si et seulement si il existe un lambda appartenant à R étoile, tel que quoi? Tel que U est égal à lambda n. Voilà, lambda n. Donc, ça veut dire qu'ici, il faut déterminer lambda. Maintenant, la deuxième méthode, c'est quoi? Deux vecteurs, nous sommes toujours dans l'espace. Nous sommes dans l'espace. Deux vecteurs sont collinéés si et seulement si leur produit vectoriel est égal au vecteur nul. Alors, si c'est prenons, parce qu'on veut déterminer A et B, donc prenons juste la dernière démonstration, la dernière méthode. Donc, ça veut dire que je vais déterminer. Or, le vecteur, il faut savoir que le vecteur normal de n, c'est le vecteur AB. Le vecteur normal du plan ABC, c'est le vecteur, c'est le produit vectoriel de AB vectoriel AC. C'est ça qui correspond au vecteur normal, parce que si par exemple j'ai par exemple mon plan comme ça, ça c'est peut-être A ici, ça c'est B et ça c'est C. Alors ça c'est un plan, on suppose ça c'est un plan. Voilà, on va dire que ça c'est un plan. Alors pour déterminer le vecteur normal c'est ça. Bon, ce vecteur normal là correspond au produit vectoriel. C'est ça qui correspond au vecteur normal. Voilà. Est-ce que vous avez compris un peu la matérialisation de mon plan? Voilà, c'est un peu ça. Donc, c'est donc pour ça qu'il faut calculer AB vectoriel AC. Bon, c'est vrai que j'avais effacé. Donc, je vais effacer. On va encore recalculer. On va calculer AB. Je n'avais pas gardé ça là. C'est 2 moins 1, 1, moins 2, moins 5. Et AC, 2, moins 1, moins 4. Alors, AB vectoriel, AC,
En bas là, ça va faire ça fois ça, moins ça fois ça. Ici, ça va faire 8, moins 5, ça va faire 3i. Ensuite, on a moins. Je basse ici, ça va faire ça fois ça va faire moins 4, moins 10, ça va faire plus 10, qui donne moins 6. Et plus, tu basses ici, ça va faire ça fois ça va faire moins 1, moins 4, avec ça, ça va faire plus 4. Moins 1 plus 4, ça va faire 3K. Voilà. Je viens de retrouver mon vecteur normal du plan ABC. Alors, je vais utiliser ceci. Ça va faire en sorte que quoi? Ça va faire en sorte que nous aurons U scalaire AB, U vectoriel, AB vectoriel AC. Ça va faire 1 AB vectoriel 3 moins 6, 3. Alors, je vais calculer ça. Du bas là, ça va faire ça fois ça. Ça va faire 3A moins. Ça va faire plus 6B. I moins. Parenthèse. Je passe ici. Ça va faire 3 moins 3B. J plus. Je passe ici. Ça va faire moins 6 moins 3A. K. Alors, il faudrait que quoi? Que U vectoriel AB vectoriel AC est égal au vecteur nul. Ceci implique que quoi? Ceci implique que nous aurons directement 3A plus 6B I moins 3 moins 3B J plus moins 6 moins 3A K est égal au vecteur nul. Alors, deux vecteurs sont égaux si seulement si l'abscisse du premier vecteur est égal à l'abscisse du second vecteur. L'ordonnée du premier vecteur est égal à l'ordonnée du second vecteur et le z du premier vecteur est égal au z du second vecteur. Alors, ceci nous permet directement d'avoir ce système. Ça va faire en sorte que nous aurons 3A plus 6B est égal à 0. Et ensuite, nous aurons 3 moins 3B est égal à 0. Et enfin, nous aurons moins 6 moins 3A est égal à 0. Alors, ce qui nous intéresse, c'est les deux-ci. Donc, ça va faire en sorte que quoi? Nous aurons B va être égal à quoi? Ceci traverse, ça va diviser, ça va faire 1. Et A, ceci va traverser, ça va diviser, ça va faire moins 2. Maintenant, que vous avez les différentes valeurs là, vous venez vérifier ici. Et quand on va remplacer, là, ça va faire moins 6. Et là, ça va faire 6. Que vous voyez que ça donne 0, donc c'est vérifié. Donc, ça veut dire que quoi? Donc, A est égal à moins 2 et B est égal à 1. Ça, c'est impliqué que nous aurons 3A plus B plus 6B est égal à 0. 3 moins 3B est égal à 0. Moins 6 moins 3A est égal à 0. Ceci implique que quoi? Que nous aurons 3A plus 6 est égal à 0. Ça va faire en sorte que nous aurons B est égal à 3 sur 3. Donc 3 sur 3 qui donne 1. Et A est égal à moins 6 sur 3 qui donne moins 2. Donc A est égal à moins 2 et B est égal à 1. Voilà. Qu'une équation cartésienne du plan ABC est. Voilà. On demande à déduire l'équation cartésienne du plan ABC. Une équation du plan dans l'espace a pour expression K
cartésien AX plus BY plus CZ plus D est égal à 0. Est égal à 0 avec A, B et C. Ce sont ce sont les coordonnées, représentent les coordonnées du vecteur normal. Donc, avec N, qui est le vecteur normal, qui a pour coordonnées A, B, C, vecteur normal du plan P. Voilà, c'est le vecteur normal du plan P. Alors, on nous a dit que U est un vecteur normal parce qu'on nous a demandé à la première question de montrer que U, déterminer les différentes valeurs A et B pour que U soit un vecteur normal du plan ABC. Alors, on a déterminé, il faut savoir que quoi, U est un vecteur normal du plan ABC. Donc, ça veut dire que quoi, ABC a pour expression. Donc, on avait trouvé U. U de coordonnées 1, moins 2, 1 est un vecteur normal du plan ABC. Comme c'est le vecteur normal du plan ABC, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ABC a pour équation cartésienne. Donc A, je remplace A par sa valeur qui est 1, ça va faire X. B par sa valeur qui est moins 2, ça va faire moins 2Y. Et C par sa valeur qui est 1, ça va faire plus Z, plus la constante C est égale à 0. Alors, comment déterminer la constante? Pour déterminer la constante, vous devez prendre un point qui appartient au plan. Alors, quels sont les points qui appartiennent au plan? Il y a A, il y a B, il y a C. Donc, vous choisissez parmi les trois points là un point et vous allez remplacer par ces coordonnées dans l'équation cartésienne pour déterminer l'inconnu C. Alors, je vais prendre A. A appartient au plan A, B, C. Ça signifie que quoi? Ça signifie que elle vérifie l'équation X de A moins Y moins 2, Y2, A plus Z2, A plus C est égal à 0. Alors, je remplace chacun par ses coordonnées. Donc, ça va faire ce que nous aurons. 1 moins 2 facteur de 2 plus 7 plus C est égal à 0. Donc, ça va faire 1 moins 4 plus 7 plus C est égal à 0. Alors, quand on calcule ceci, ici, ça va faire moins 3, ici, ça va faire 4. Ça va faire 4, 4 plus C est égal à 0. Et je tire C. Ça va faire C est égal à moins 4. Alors, A, B, C a pour équation cartésienne X moins 2Y plus Z moins 4 est égal à 0. Voilà. Parce qu'on nous a demandé en déduire que l'équation cartésienne du plan ABC est X moins 2Y plus Z moins 4 est égal à 0. Vous voyez bien que quoi? Ça ressemble à ce qu'on a déterminé. Donc, je vais réécrire ça là-bas. Ça ressemble à ce qu'on a déterminé. A, B, C, c'est X moins 2Y plus Z moins 4 est égal à 0. Ça, c'est l'équation cartésienne du plan. Ça, c'est l'équation cartésienne du plan. Maintenant, nous passons à la question C. Nous passons à la question C. On nous demande ici que le point D appartient-il au plan ABC? Alors, comment montrer que le point D appartient au plan ABC? Il suffit de remplacer les coordonnées du point D dans l'expression cartésienne du plan pour voir si on va obtenir 0. Alors, notez bien, nous sommes à la question 3. On demande de montrer, de voir si le point D appartient
appartient-il au plan ABC? C'est là qu'il y a mis point d'interrogation. Est-ce que ça appartient-il au plan ABC? Il suffit, dans ce cas, il suffit de vérifier. Que x de d moins 2 y de d plus z de d moins 4 est égal à 0. Donc, il suffit de vérifier ceci. Alors, qu'on va vérifier. Alors, on va vérifier cela. On va vérifier. On va écrire x de d moins 2 y de d plus z de d moins. Je remplace chacun par ses coordonnées. Ça va faire en x de d, c'est 3. Ça va faire 3 moins 2 multiplié par moins 6 plus 1 moins 4. Ici, ça va faire 3 plus 12 moins 3. Ça va faire 12. Donc, vous voyez que 12 est différent de 0. Comme 12 est différent de 0, ça veut dire que le point D n'appartient pas au plan ABC. Donc, le point D n'appartient pas au plan ABC parce que ça n'a pas vérifié l'équation. Elle n'a pas vérifié l'équation. Et là, on peut conclure que le point D n'appartient pas au plan ABC. Alors, on va continuer. Nous passons à la question 3. On passe à la question. Ça c'est A, hein? Ça c'est B, ça c'est C. Voilà. Maintenant, on passe à la question 3. On considère la droite D de l'espace dont une représentation paramétrique est. Donc, l'équation, on nous a donné l'équation paramétrique de la droite D. Ça, c'est l'équation paramétrique. X est égal à 2t plus 3. Y est égal à moins 4t plus 5. Et Z est égal à 2t moins 1. Avec t appartenant à R. Ça, c'est l'équation paramétrique de la droite D dans l'espace. Alors, question A. On nous demande ici on demande si la droite D est-elle orthogonale au plan ABC. Est-ce que la droite D était orthogonale au plan ABC? Voilà. Maintenant, il faut savoir ceci. On veut montrer que la droite D, est-ce que c'est orthogonal au plan ABC? Pour montrer qu'une droite D de vecteur directeur U est orthogonal au plan P de vecteur normal N, il suffit de montrer que U vectoriel N est égal au vecteur nul. Donc, il suffit de montrer que le vecteur directeur du plan, le vecteur directeur de la droite et le vecteur normal du plan sont collinéaires. C'est un peu ça.
Alors, comment montrer qu'ils sont... Bon, j'ai dit, il suffit de montrer que le vecteur normal, n, il suffit, voilà. Je vais reconduire ça là, parce que un peu le tableau, un peu... Il suffit de montrer que U et N sont collinéaires. C'est-à-dire U vectoriel N est égal au vecteur nul. Alors, c'est ce qu'il faut montrer. Maintenant, il faut déterminer à partir de l'équation paramétrique de la droite, il faut déterminer son vecteur directeur, les coordonnées du vecteur directeur. Alors, on va prendre ceci. D A pour expression paramétrique. 2t plus 3 y est égal à moins 4t plus 5 z est égal à 2t moins 1 avec t est égal à t appartenant à R. Ceci implique que quoi? Que le vecteur directeur a pour coordonnées. Quels sont les nombres qui multiplient, quels sont les coefficients qui multiplient le paramètre en x? Le coefficient qui multiplie le paramètre en x, c'est 2. Donc, pour coordonner en x, 2. On prend les coefficients qui multiplient les paramètres. En y, c'est moins 4. Et en z, c'est 2. Donc, ça veut dire que les coordonnées du vecteur directeur de la droite, c'est 2, moins 4, 2. Parce que ce sont les coordonnées, les valeurs de ces coordonnées de ce vecteur normal qui multiplient le paramètre. C'est un peu ça. Alors, là, maintenant que j'ai déterminé les coordonnées du vecteur directeur de la droite, alors, on peut maintenant essayer de montrer ceci. Alors, ça va fonctionner quoi? On va calculer U vectoriel N. Or, U a pour coordonnées 2, moins 4, 2 vectoriel N. N, c'était 1, moins 2 et 1. Voilà. Ou bien, quelqu'un pouvait voir ça autrement. Bon, je vais vous montrer ici la deuxième méthode. Donc, quand on va calculer, ça va faire en sorte que quand je barre là, ça va faire ça fois ça. Ça va faire 4 plus 4 moins parenthèse, je bats ici, ça fois ça fait 2 moins 2j plus, ça va faire ça fois ça, moins 4, ça fois ça, moins 4 plus, avec le moins, ça va faire plus 4k. Vous voyez que ici c'est 0, 0, 0, qui donne le vecteur nul. Donc, qui donne le vecteur nul. Maintenant, une autre personne pouvait dire quoi? Qu'il prend ceci, U indice N, qui a pour coordonnées quoi? 2, moins 4, 2. Donc, ça veut dire quoi? Si je mets 2 en facteur, ça va faire 2, parenthèse, il va rester quoi? Ici, vous allez diviser par 2, ça va faire 2 sur 2, moins 4 sur 2, 2 sur 2, parce qu'il est divisé par 2. J'ai mis 2 en facteur. Alors, ça va faire 2. Et il va rester 1 ici, moins 2 et 1. Vous voyez que ça correspond au vecteur, c'est égal à 2 fois le vecteur n. Donc, on voit que les deux vecteurs là sont collinéaires parce que c'est sous la forme U est égal à lambda n. Lambda est différent de 0. Donc, différent de 0. Là, directement, on peut conclure directement que quoi? Comme U vectoriel n est égal au vecteur nul, alors D est orthogonal au plan ABC. Voilà.
La question B, on nous demande de déterminer les coordonnées du point d'intersection de la droite D et du plan. Voilà. Et la question là, les questions là reviennent toujours lorsque nous sommes dans l'espace. On veut déterminer D inter. On veut déterminer les coordonnées du vecteur, le coordonnées du point D inter AB. D inter le plan. Alors, comment déterminer cela? Mettez en tête. Vous avez l'équation paramétrique du plan qui est x est égal à 2t plus 3, y est égal à moins 4t plus 5 et z est égal à 2t moins 1 avec t appartenant à R et ABC, le plan ABC c'est x c'est égal à x moins 2y plus z moins 4 est égal à 0. Alors, est égal à 0. Alors, comment déterminer le point d'intersection de ces deux droites? Alors, pour déterminer le point d'intersection de ces deux droites, on va remplacer x ici par son expression de d, y ici par son expression de d et z ici par son expression de d parce qu'ils ont le même point. Donc, ça veut dire que quoi? On a un point qui appartient à D et au plan. Donc, si ce point-là a pour coordonnées x, y, z, alors ça va vérifier l'équation de D. Donc, si on prend par exemple un point quelconque qui appartient à D, ça veut dire que ce point-là a pour coordonnées 2t moins 2t plus 3 moins 4t plus 5 et 2t moins 1. Donc, tous les points qui vont appartenir à la droite auront pour coordonnées 2t plus 3 moins 4t plus 5, 2t moins 1. Maintenant, puisque ce point-là appartient à D et appartient au plan, ça veut dire que quoi, les coordonnées du point là va vérifier cette équation. C'est un peu ça. Donc, c'est pour ça que ici, je vais prendre par exemple, je vais remplacer x, y, z par l'expression de x ici, y de x ici et z de x ici là, pour déterminer le paramètre t. C'est un peu ça. Donc, c'est ça la méthode. Parce que l'objectif, c'est de déterminer le paramètre t. Si on réussit à déterminer le paramètre t, alors on vient remplacer le paramètre t par sa valeur pour déterminer simplement les coordonnées du point d'intersection de ces deux, de la droite et du plan. C'est ça la méthode. Alors, on va compter. On a x moins 2y plus 3 moins 4 est égal à 0. Donc, je vais appeler ça 1. Je vais appeler ça 2. Je vais dire 1 dans 2. 1 dans 2, c'est implique que quoi? Donc, ça veut dire que je remplace l'expression, les différents paramètres dans 2 par les valeurs de ces paramètres en 1. Là. Donc, ça veut dire que dit 1 dans 2. Ça fait en sorte que nous aurons x c'est 2t plus 3 moins 2, y c'est moins 4t plus 5 et z c'est 2t moins 1 moins 4 est égal à 0. Alors, on continue. Je vais développer, ça va faire 2t plus 3 plus 8t moins 10 plus 2t moins 1 moins 4 est égal à 0. Alors, ça va faire 2t plus 2t, ça va faire 4t plus 8t, ça va faire 12t. 12t. Ici, on a 3 moins 10, ça va faire moins 7. Moins 7 moins 5, ça va faire moins 7 moins 5, ça va faire moins 12. Voilà. On a moins 12 ici. Est égal à 0. Ça implique que t, 12t
est égal à 12. C'est implique que t est égal à 12 sur 12 qui donne 1. Donc, on vient de déterminer t. Comme vous avez déterminé t, vous venez maintenant ici, vous remplacez 1 devient x est égal, y est égal, z est égal. Donc, je remplace t par sa valeur dans l'équation paramétrique de la droite. Donc, ça va faire 2 fois 1 plus 3 moins 4 fois 1 plus 5, 2 fois 1 moins 1. Ici, ça va donner 5. Ici, ça va donner 1. Et là, ça va donner 1. Donc, ça veut dire qu'on a le point d'intersection de D inter ABC, c'est égal au point de coordonnées 5, 1, 1. Voilà. On va voir ce qu'on a déterminé. Le point d'intersection de la droite et du plan, c'est le point de coordonnées 5, 1, 1. Est-ce que la question C, on demande d'étudier la position de la droite DE par rapport au plan ABC. Comment étudier la position? Pour étudier la position, c'est de dire si la droite et le plan sont parallèles. Quand on dit la position, c'est de dire s'ils sont parallèles ou bien orthogonales. C'est ça qu'on appelle position. Quand on demande d'étudier la position d'une droite et d'un plan, c'est de dire si la droite là est parallèle ou bien elle est orthogonale au plan. C'est un peu ça. Et étudier la position de la droite D et du plan ABC. Alors, comment étudier? Notez bien. Il suffit de vérifier si ceci est parallèle au plan ou cette droite-ci est orthogonale au plan. C'est ça qu'on appelle étudier les positions de la droite et du plan en géométrie, dans l'espace. Alors, ici, on va essayer de vérifier d'abord ceci. Donc, on va vérifier si la droite est parallèle au plan. Comment vérifier que la droite est parallèle au plan? Il suffit de montrer que le vecteur directeur du plan, le vecteur normal du plan, est orthogonal au vecteur directeur de la droite. Pour montrer que cette droite-là est parallèle au plan. Donc, pour montrer que la droite est orthogonale au plan, il suffit de montrer que le vecteur directeur du plan de la droite est collinéaire au vecteur normal du plan. J'espère que monsieur fait bien comprendre. Alors, on va passer. Appelez d'abord le vecteur AB, DE, qui est le vecteur directeur de la droite, DU. On calcule les coordonnées du vecteur DU. Ça va faire en sorte que nous aurons 4 moins 3, 4, moins 3, 1, moins 8, plus 6. Ça va faire moins 2. Et moins 4, moins 1, ça va faire moins 5. Voilà. On va voir ce qu'on a.
Et j'ai le vecteur normal du plan. Le vecteur normal du plan, c'était 1, moins 2, 1. 1, moins 2, 1. Alors, je vais essayer maintenant de déterminer le produit, le produit vectoriel. Je calcule d'abord le produit, on a dit, qui sont orthogonales. Voilà. On dit delta E est parallèle à AB, C, si et seulement si delta E en vecteur est scalaire est égal à 0. Donc, si je montre que le produit scalaire de ces deux vecteurs est égal à 0, alors je pourrais conclure que quoi? Que le vecteur, que la droite DE est parallèle à la droite, au plan ABC. C'est un peu ça. Est parallèle au plan ABC. Donc, je vais calculer. Ça va faire DE est scalaire le vecteur normal du plan. Ça va faire 1 moins 2 moins 5 scalaire. 1 moins 2, 1. Ça va faire 1. Ça va faire plus 4. Ça va faire moins 5. Vous voyez bien que quoi? Ça va faire 5 moins 5 qui donne 0. Donc, vous voyez bien que quoi? Comme DE scalaire n est égal à 0, ceci implique que quoi? La droite D est parallèle au plan ABC. Demande de étudier la position de la droite et du plan. Il suffit de dire si la droite là est parallèle au plan ou bien cette droite là est orthogonale au plan. Pour montrer qu'une droite est parallèle au plan, il suffit de montrer que le vecteur directeur de la droite est orthogonal au vecteur normal du plan. Maintenant, pour montrer qu'une droite est perpendiculaire, est orthogonale au plan, il suffit de montrer que le vecteur directeur de la droite est collinéaire au vecteur normal du plan. C'est tout. Voilà. On vient de montrer que le vecteur directeur de cette droite-là est orthogonal au vecteur normal du plan. Alors, la droite et le plan sont parallèles. Donc, la droite est parallèle au plan. J'espère que monsieur fait bien comprendre. Alors, on va passer à la question 4. On va passer à la question 4. Je pense que c'est la dernière question. Cette dernière question-là a 3 sous-questions. ABCD est un tétraèdre. On veut montrer que ABC est un tétraèdre. Alors, on a la question A. 4A. 4A, on demande de calculer l'aire du triangle ABC. On veut calculer l'aire du triangle ABC. Alors, pour calculer l'aire du triangle ABC, vous vous rappelez de la démonstration qu'on a eu à faire à la première partie. Alors, vous appliquez seulement. Nous sommes dans l'espace. Alors, notez bien, dans l'espace, quand on parle dans l'espace, on a 3 dimensions. Alors, l'aire du triangle ABC est égal à 1/2 du module du produit vectoriel AB vectoriel AC. Alors, il faut savoir que ceci correspond encore au vecteur normal du plan. Ça correspond encore au vecteur normal du plan. Par le vecteur normal du plan ABC. Alors, là maintenant, je vais calculer ça. Que lorsque vous avez par exemple A,
de coordonnées. Je vais généraliser. Hein. Lorsque vous avez ceci, ça va faire en sorte que quoi, le module de AB vectoriel AC, c'est égal à la racine de en X, on élève au carré, 3 au carré, plus en Y, on élève au carré, plus en Z, on élève au carré. Et là, ça va faire 9 plus 36 plus 9. Donc, là, ça va faire 18 plus de 36. Ça va faire 54. Voilà. Ça fait 54 et que on peut décomposer par 2 d'abord. Si je décompose par 2, 2, 7 par 3, 9 par 3, 3. Donc, ceci est égal encore à la racine de 3 au carré fois 2 fois 3. Donc, ça va faire 3 racines de 6. Voilà. Voilà ce qu'on a. 3 racines de 6. Voilà. Voilà ce qu'on a. Et que maintenant, on va diviser par 2. Ça va faire en sorte que l'aire de ABC est égal à 1 demi fois 3 racines de 6. Qui donne 3 racines, 3 demi racines de 6. Maintenant, l'unité, c'est unité d'aire. Parce qu'on a dit que c'est, on parle du centimètre ici. On a parlé de unité d'aire, donc j'ai mis unité d'aire. Donc, on va voir ce qu'on a. Unité d'aire. La question B, on m'a calculé le volume du tétraèdre ABCD. Comment calculer le volume du tétraèdre ABCD? Le volume, nous sommes à la question. Calcule le volume du tétraèdre ABCD. Donc, ABCD, c'est égal à 1 tiers. Bon, ou bien 1 sixième, hein, on peut dire 1 sixième. 1 sixième du 1 sixième de AB vectoriel AC scalaire AB. Voilà. On peut avoir cela. On peut avoir cela. Donc, ça nous donne directement le volume. Voilà. Ça nous donne le volume. Ou bien vous pouvez, je ne veux pas utiliser la distance. Je peux utiliser la distance. Quand vous avez la distance, qui est encore la hauteur, donc, il est mieux d'utiliser ceci. Et là, maintenant, ça fait en sorte que quoi? Que nous aurons ceci scalaire ça. Donc, on avait calculé les coordonnées. Ça veut dire ceci, et les coordonnées de AD. Vous avez calculé les coordonnées de AD. On va calculer les coordonnées de AD. AD. 3 moins 1, ça fait 2. Moins 6, ça va faire moins 8. 1, moins 6. Voilà. Maintenant, c'est égal à 1. Ça va faire 3, moins 6, 3, scalaire. 2, moins 6, moins 6. Voilà. 1 sixième. Là maintenant, ça va faire ça fois ça fait 6. Ça fois ça plus
Ça va faire 6 fois 8. Et ça fois ça. Ça va faire moins 3 fois 6. Je peux simplifier par 6. Pour essayer, pour être très simplifié par 6, ça fait 1 plus 8 moins 3. Voilà. Et que quand vous allez calculer ceci, ça va donner, ici c'est 9 moins 3 qui donne 6. Donc 6 c'est unité de volume. Donc, on vient de calculer. On a trouvé quoi? On a trouvé que le volume du tétraèdre A, B, C, D est égal à 6 unités de volume. 6 unités de volume. Bon, je vais mettre entre parenthèses unité de volume et unité de volume. Voilà. Ensuite, maintenant, nous passons à la dernière question. On demande de déterminer la distance du point D au plan ABC. Voilà, la distance du point D au plan ABC. Donc, on va calculer, on va déterminer la distance. Pour déterminer la distance, il faut avoir l'équation cartésienne du plan. Donc, ça veut dire que quoi? On a le plan ABC. Son équation cartésienne, c'était x moins 2y plus z moins 4 est égal à 0. Maintenant, comment déterminer cette distance? Donc, cette distance-là, c'est D du plan AB, C et la loi D est égale à quoi? Voilà, absolu. Notez bien. Ça, c'est l'expression pour calculer la distance d'un point par rapport à un plan. Alors, je vais remplacer les coordonnées de D par sa valeur. Ça va faire 6 ici. Et là, ça va faire 12 sur racine de 6. Il donne 12 racine de 6 sur 6. On va simplifier. Ça va faire 2 racines de 6. Donc, la distance de A, B, C du plan par rapport à la vague D est égale à 2 racine de 6. Sur ce, on s'est dit rendez-vous demain pour la suite de cette épreuve. Je vous prie de vous abonner, de liker parce que cette vidéo, je vais poster
sur ma chaîne YouTube. Donc, ceux qui n'ont pas pu assister pourront aller regarder dans ma chaîne YouTube les explications et comment je me suis comporté, comment j'ai résolu mes preuves. Donc, sur ce, je vous dis bonne soirée dans la paix du Christ et rendez-vous demain pour la suite de l'épreuve.